Bonjour, bonsoir, chers viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans cette vidéo critique des 3 premiers épisodes de la saison 1 de la 3ème série, c'est compliqué à dire, de Doctor Who. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'ami Mirkala. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, ça va bien, et toi? Eh bien, ça va plutôt pas mal, comme à chaque fois que je dois dire du mal de Doctor Who. Non, il n'y a pas tant de trucs de mal à dire, en vrai ça va. Non, ça va. Donc, je fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Une vidéo aurait dû sortir la semaine dernière, que nous avions enregistrée. Pendant exactement 59 minutes et quelques secondes. Ça va, ça c'est acté. Ouais. Et il se trouve qu'OBS a changé, par je ne sais quel coup du destin, mes entrées audio et mes sorties audio. Donc il a enregistré moi, pendant 1 heure. Mais c'est tout. Je passe à la trappe, c'est OBS qui est misogyne. Et ça m'étonnerait même pas, saleté d'OBS. Donc, on va reprendre. On va repartir de l'épisode 1 rapidement, et l'épisode 2 aussi. Parce que je pense que avoir nos avis explicités pour les épisodes 1 et 2 pour arriver à l'épisode 3 peut être pas mal. Surtout qu'il y a des choses à dire sur l'épisode 3. Tout à fait. Donc globalement, épisode 1 qui est numéroté épisode 2 sur Disney+, et qui est l'épisode 1 sur le BBC, pas le BBC+, mais la plateforme Universe de BBC. Ouf, compliqué ça. Les enfants de l'espace. Les bébés de l'espace. Les bébés de l'espace. J'arriverai jamais, hein. Il est chiant ce titre. Space Babies, c'est quand même un poil plus simple. Voilà. Donc, qu'as-tu pensé de cet épisode? En bref, le premier épisode, moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'on revenait à une formule assez semblable à ce qu'on a pu connaître sous Russell T Davies, avec son retour d'ailleurs, et Moffat. Mais pour le coup, j'ai trouvé que on était sur un format de Doctor Who un peu plus classique. Et c'était pas plus mal au fond. Eh bien, très bref. Je partage aussi cet avis-là. J'ai beaucoup adoré les bébés de l'espace. Présence de Susan Twist dans cet épisode. Je vais le préciser à chaque fois qu'on la verra. Non, en vrai, elle est dans tous les épisodes. Voilà, hein, comme ça c'est dit. Je vous ai spoilé déjà le 3 et le 2. Honteux. J'ai honte de rien. Tu es vrai. Épisode 2, l'accord du diable, qui lui est beaucoup plus controversé et auprès de tout le monde. Ouais, j'ai vu aussi cette controverse. On a deux avis qui sont pas forcément en désaccord, mais voilà, on n'est pas forcément totalement d'accord non plus. De mon côté, épisode avec énormément de potentiel, mais beaucoup de facilité scénaristique ou de petits manques de rythme, de ceci, de cela, enfin plein de petites choses qui font que l'épisode il passe d'un épisode incroyable à un épisode Et par contre, une chose que je tiens à mettre en avant, la prestation du maestro du coup, qui est incroyable. Effectivement, alors le maestro est le gros point fort de l'épisode, et je prie je ne sais quelle divinité, je prie votre divinité, quelle qu'elle soit, pour revoir le maestro apparaître. Le panthéon de la Discord, sinon, tu peux. Je prie le panthéon de la Discord de voir le panthéon de la Discord apparaître. Putain, c'est un concept ça. Donc oui, maintenant le Toymaker, fabricant de jouets, et le Maestro ont vraiment une catégorie qui est le panthéon de la Discord. Pour l'épisode, globalement, j'ai le même avis que toi. Exactement le même avis, sauf que j'en retire un bilan plus positif d'une certaine façon. Je pense que sur le long terme, je préférerais l'épisode 2 à l'épisode 1. Je trouve qu'il sera plus mémorable. Je te rejoins aussi là-dessus, dans le sens où avec le recul, je pense que... En fait, comme l'épisode est plus spécial que le premier, parce que le premier, comme j'ai dit, il est un peu classique dans sa forme, et même dans beaucoup de mise en scène ou de façon d'exploiter l'histoire, il sortira plus du lot. Par contre, je reste sur le fait qu'il y a quand même des gros points noirs. On en avait longuement parlé dans une vidéo du coup disparue. Au revoir, vidéo.
Non, je trouve juste qu'il est important de signaler que dans cet épisode-là, il y a une grosse emphase sur la famille, ancienne famille du docteur, et sur les origines de Ruby, notamment un pouvoir qui apparaît. Je pense que ce détail est important à préciser puisque ça, selon moi, ça aura une incidence sur la suite, donc autant qu'on en parle ici. Et puis il y a aussi une emphase, tu ne l'as pas noté, mais en soi, elle est aussi faite sur la famille de manière générale, puisqu'on parle aussi des liens dans le panthéon de la Discorde qui s'apparentent plus ou moins à une famille. C'est exact, c'est tout à fait exact. Et oui. C'est un peu le fil rouge de cette saison, la famille. La famille et les origines plus précisément. Et de manière sous-jacente, les origines, pardon. On pourra d'ailleurs en parler aussi puisque c'est aussi repris dans l'épisode 3. Et vivons sans quelle thématique puisqu'on arrive à l'épisode 3 qui s'intitule tout simplement Boom. Épisode un peu spécial puisqu'il est scénarisé par, tu as dit son nom un peu plus tôt, Steven Moffat. Le grand retour. On s'en serait passé. Il y a des bonnes et des mauvaises choses dans cet épisode, voilà. C'est un épisode en dents de scie. À l'instar de l'épisode 2, c'est un épisode que je trouve vraiment en dents de scie. Alors, celui-là a la particularité que quand je l'ai vu, mon cerveau s'est vraiment décroché et en termes de divertissement pur, je trouve qu'il fait extrêmement le café. Ça, je suis d'accord. Je pense que en termes de divertissement pur, en mode si tu peux décrocher ton cerveau et ne pas réfléchir à ce que tu vois, à mes yeux, c'est le meilleur des trois. Je pense que pour les gens qui sont pas forcément... Alors attention, il y a des différents niveaux de lecture, mais je pense que pour les gens qui sont pas forcément des grands fans de Doctor Who, qui vont pas chercher à intellectualiser tout ce qui se passe, à théoriser, à tout ce que tu veux, ça peut être un épisode mais extraordinaire. Par contre, dès que tu te penches un peu plus dessus, ouais, c'est là où tu vois effectivement les fameuses dents de scie, hein. Les fameuses choses qui sont bien, mais qui en même temps pourraient être mieux, enfin... Ouais, alors vraiment, moi c'est dès que l'épisode s'était terminé, que je me suis refait l'épisode dans ma tête, je me suis dit mais ça c'était pas fou en fait. Et notamment la fin qui casse tout l'épisode. La fin et... Ah, il n'y a pas que ça, moi, qui me gêne. Je trouve aussi qu'on est sur un épisode qui joue beaucoup sur le suspense et la tension, sans savoir vraiment bien l'installer. Il y a beaucoup de moments qui viennent justement briser cette tension. Alors pas forcément quand tu es dans le premier aspect, mais pour peu que tu en sortes un tantinet pour tel ou tel détail, tu te rends compte que niveau tension, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, mais... si t'es pas à fond dans le récit, en fait, tu sais très bien qu'il y a genre zéro tension, et même au niveau de l'acting, enfin pas de l'acting parce que là il y a eu des belles performances quand même, notamment celle de Gatwa. Mais ouais, au niveau de la mise en scène parfois niveau tension, et puis il y a des facilités tout de même. Pour moi, les problèmes de rythme et l'écriture à la Moffat qui se veut très épique sont deux éléments qui nuisent à la tension aussi. Le fait qu'il y a des moments qui sont vraiment très pressants, comme il reste que 3 minutes avant que quelque chose n'explose, et que ces 3 minutes durent littéralement 10 minutes dans l'épisode. Les minutes de Namek. C'est des minutes de Namek. Sauf que les minutes de Namek, ça passe pas trop bien en termes de tension. Non, du tout. Du tout, et sans rentrer trop dans les détails au cas où on évite de trop spoiler. On peut spoiler allègrement. On peut très bien. La tension mise autour du personnage de l'accompagnatrice, de son potentiel décès, bon, comme je dis, pour peu que t'en sortes, tu te dis quand même, ils l'ont instauré il y a 3 épisodes, même sans savoir, entre guillemets, la suite en termes de tournage, de contrat ou autre, n'étant pas du tout penché dessus, ça se sent tout de même que cette tension, elle existe pas tant que ça, d'autant que ce personnage, il est pas mis plus en avant dans l'épisode, il est très vite mis en retrait, contrairement justement à l'épisode 2.
C'était un épisode vraiment centré sur le docteur, mais pas que sur le docteur. C'est un épisode qui nous permettait d'apprécier la performance d'acting de... Je recherche le nom de l'actrice, si je le retrouve. De Varada Setu. Ah, ok, je vois qui. Ok. Et parce que Varada Setu, on aura l'occasion de la revoir énormément dans la série. Et donc je pense que cet épisode c'était plus une très grosse présentation de l'actrice et de ce qu'elle est capable de donner en termes d'acting. C'était pas forcément fameux, soyons honnêtes. Acting, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la nouvelle posture du docteur. Je crois d'ailleurs pas être la seule personne à remarquer que globalement l'acting de Gatwa pas dénote, mais sans être très écarté de ce qui avait été fait sur d'autres docteurs, parvient quand même à avoir une touche beaucoup plus sensible que ceux qu'on a pu connaître. On l'a vu notamment pleurer d'ailleurs dans cet épisode, ce qui, je sais même pas si c'était déjà arrivé, enfin ça a déjà dû arriver, mais de manière aussi, comment dire, évoquée de manière aussi ouverte, ça me revient pas. Alors jusqu'à présent, il me semble que dans les 3 épisodes dans lesquels il apparaît, plus de Church of Ruby Roads, donc 4, il me semble qu'il a pleuré dans chacun de ces épisodes. Oui, mais par rapport, tu sais, aux anciens docteurs... Par rapport aux anciens docteurs, non, les docteurs ne pleuraient pas autant. Il n'y a que Matt Smith qui a versé une larme dans je ne sais plus quel épisode. Il y a Tennant sur le I Don't Want To Go. I Don't Want To Go n'existe pas. Oui, aussi. C'est vrai que ça, c'est un problème, mais... Non, en vrai, j'ai pleuré avec Tennant sur cet épisode, et puis après, tu sais pourquoi il y a le I Don't Want To Go, et... T'as plus envie de pleurer. Après, c'est pas vraiment le sujet exact, mais le fait était aussi que c'était la fin de Tennant était aussi quelque chose qui a été rattrapé là par l'entre-deux saisons, on va dire ça comme ça. Les épisodes spéciaux, si je ne me trompe. Oui, notamment sur cette idée de solitude lors de la régénération. Là, pour revenir sur le sujet en tant que tel, on l'avait un peu évoqué sur les autres épisodes, mais c'est vrai que l'alchimie entre le docteur et son accompagnatrice est quand même vachement notable, hein, comparé à certains, et très équilibré, ça on en avait parlé aussi. Oui, leur relation marche très bien, la façon dont elle est écrite et leur temps d'écran se vaut. Alors, le docteur a toujours un peu plus de temps d'écran que Ruby. Ce qui pour moi est normal étant donné qu'il est censé être le protagoniste. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Coucou Steven Moffat, hein, on pense à toi encore une fois. Clara. Voilà. Ruby n'est pas Clara. Ruby est spéciale. Il y a clairement un truc spécial autour d'elle. Oui. La neige a encore tombé, mais bien sûr, la neige est encore tombée pendant l'épisode. Donc Ruby semble vraiment avoir un pouvoir entre guillemets, et malgré ça... l'espace-temps, la réalité ou autre chose, je ne sais pas. On verra bien. J'ai des théories, du coup l'épisode n'a pas trop sa place pour cet épisode-là ne laisse pas trop de place pour mes théories, mais... malgré ses pouvoirs, elle reste quand même un personnage secondaire, elle n'est pas le centre de l'attention de la série, comme l'a été Clara, la fameuse fille impossible. Elle a été évoquée vraiment comme étant spéciale, mais c'est pas quelque chose qui prend tout le spotlight en fait. Ça a été évoqué notamment dans l'épisode 2 avec son statut un peu particulier, mais à aucun moment ça devient vraiment le centre de tout. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on apprend à découvrir les deux personnages et leurs blessures, leur personnalité, tout ça. Comme tu disais, avec justement suffisamment de temps aussi bien pour que les deux puissent se développer, mais aussi coexister. Là, ouais, quand on parlait de Clara, c'est vrai que ça avait d'ailleurs, à mon sens, pas mal handicapé Capaldi dans son interprétation. Pour moi, ça a ruiné sa première saison, là où il devait poser ses marques. Ça a cassé complètement le début de run de Capaldi. Même la saison 9, il est plus affirmé, mais
Ah, là où il a vraiment... Alors il y a des épisodes où il brille en saison 9, mais là où j'ai l'impression qu'il y a une possibilité plus d'affirmer le Docteur, c'était sa saison 10 qui était au final aussi la dernière, donc c'était dommage parce que Capaldi avait un potentiel extraordinaire qui a malheureusement été pas mal éclipsé par Clara. D'où le fait qu'on est content que Steven Moffat n'écrive que des épisodes par-ci par-là et non plus des saisons entières. Tout à fait. J'aime bien Moffat, hein, sur plein de points. La série Sherlock... non, c'est Gatiss qui a fait Sherlock, c'est pas Moffat, je suis con. Non, j'ai rien dit. Après, il a peut-être écrit des épisodes dessus, je ne sais plus. Il y a moyen qu'il ait écrit des épisodes. Gatiss, Moffat et Russell T Davies étant très proches, globalement si l'un a bossé sur un truc, les deux autres l'ont plus ou moins accompagné. Ouais, alors j'ai vérifié, effectivement, il a travaillé sur Sherlock pour des épisodes. Détail important, alors c'est toujours des détails importants pour moi, mais nouvelle outfit pour le Docteur à cet épisode là, encore une fois. Ouais, à chaque épisode, son outfit, hein, et j'ai vu d'ailleurs pas mal de gens en parler. Ils sont tous... Ils ont tous justement une partie de sa personnalité et ils collent tous très bien à l'épisode. Il y a un vrai bon travail, justement, toi qui adores ce côté-là, sur justement l'outfit du Docteur, là où on a tendance à avoir l'habitude d'avoir qu'une seule outfit qui bouge pas des masses. C'est pas plus mal en vrai d'avoir des costumes un peu plus développés et un peu plus travaillés. Oh, je trouve ça terriblement cool. La tenue du Docteur match avec celle de Ruby. C'est rigolo, ils ont la même coupe de vêtements pour le coup. Alors, là-dessus, je te fais totalement confiance. Alors, ils portent tous les deux un genre de blazer. Celui du Docteur est noir avec un col... Ah, j'ai oublié le nom de ce type de col, mais vous voyez les cols de veste de costume. Voilà. Là où Ruby a un genre de col Mao, mais ça reste un genre de bomber blazer. Et le pantalon, c'est un pantalon en coupe droite, avec des chaussures un peu montantes. Voilà. Donc les deux personnages, ça me fait marrer qu'ils aient ce style qui se répondent l'un à l'autre en fait. Je pense aussi que c'est pour étayer un peu ce côté de... Comment dire, de complémentarité, parce que comme tu le dis, en soi... ils matchent ensemble là où justement avant il n'y avait pas forcément, enfin j'ai pas l'impression qu'il y avait tant ce travail là. Il n'y avait pas vraiment de cohérence visuelle entre le Docteur et ses compagnons. Ses compagnons et compagnes. Est-ce que maintenant on peut toujours dire compagnon et compagne ou est-ce que ça sonne un petit peu désagréable? Je me pose la question. Je sais pas. Le terme est historique mais j'ai l'impression que maintenant en 2024 il est un peu dépassé. Après, on disait souvent compagne en omettant un peu le fait qu'il y a toujours eu des compagnons et compagnes d'ailleurs un peu tertiaires qui étaient mis un peu de côté, genre Rory ou Jack Harkness, tu vois. Enfin, ils sont considérés comme des compagnons sans être le principal compagnon, tu vois. Je sais pas. C'est exact. C'était un peu différent au début des classiques, mais les personnages féminins ont vite pris le dessus sur les compagnons masculins. Donc c'est resté compagne parce qu'historiquement c'était surtout des femmes. Après je pense aussi que quand il y a eu le reboot en 2005 si je ne m'abuse, c'était aussi plus simple en fait de rentrer dans cet archétype là. Surtout si on prend le fait que Russell T Davies qui fait la première saison si je ne m'abuse aussi, pas que la première, mais qui fait la première, a aussi tendance à beaucoup jouer sur les codes épiques, mais même très latin et grec, tu sais, l'Odyssée, tout ça. Ouais, c'est cette définition de l'épique où on a souvent l'habitude d'avoir un grand homme guerrier, d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'il est résumé au début, d'ailleurs, avec sa figure féminine, tu sais. Effectivement. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Non mais tu mets le doigt sur quelque chose. T'inquiète pas, j'avais fait tout un exposé sur ce sujet à la fac, donc je le connais par cœur. Un exposé sur la mythologie dans Doctor Who, c'est Stylax. Ouais, tout à fait. Pas de mention au Panthéon de la Discorde, mais en revanche,
ce sera peut-être dans l'épisode prochain, mais je vais un peu vite. La gestion du deuil dans cet épisode m'a un peu... comment dire, étonné, mais pas négativement. Moi, j'ai l'impression quand même que ça rejoint en fait une... alors c'est peut-être moi qui vais chercher loin, mais j'ai l'impression que ça rejoint quand même une certaine vision qui est dépeinte depuis le début de la saison. Parce que dans la première, on a quand même toute une critique sur la gestion de la parentalité, du fait d'avoir des enfants et pas forcément pour les bonnes raisons, ou même avec toute une critique sur justement les personnes contre l'avortement, entre guillemets, qu'on pourrait facilement faire. Dans la deuxième, avec le fait de retirer cette composante artistique qui est la musique en soi, on revient aussi à un monde, tu sais, beaucoup plus pragmatique, et d'ailleurs là-dessus on pourrait dire que c'est un peu Ruby et le docteur en fait qui apportent l'émotion en fait dans ce monde. Et là c'est un peu la même chose parce qu'on est sur, on parle beaucoup de capitalisme dans cet épisode. Oui, on est sur une saison très socialement engagée, mine de rien. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on te dépeint le fait que le monde en fait il se, alors critique ou pas, mais qui se prive un peu petit à petit de ses émotions, et que le docteur est un peu une façon de venir remédier à ça avec justement tout l'affect qu'il a connu au travers de ses 1000 vies, on va dire ça comme ça. Non, ouais, effectivement, tu mets le doigt sur un truc. Alors, avec la notion de famille, justement, qui aussi vient jouer là-dedans. Effectivement, tu marques un point. Mais j'étais quand même, j'étais surpris par le fait que... Bon, un personnage décède, c'est le père d'une enfant, et j'étais surpris par le fait que cet enfant soit en mode, il est mort, c'est pas la fin de la vie, ouais, si, du coup, si, ce mais... mot de fin, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça m'a pas choqué non plus, mais ça m'a un peu surprise. Par contre, un épisode qui met au centre l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est quelque chose de sale, de moche dans la vraie vie, de très sale et de très moche, et c'est montré aussi tel quel dans Doctor Who. En pleine période de conflits internationaux plutôt lourds, c'est vachement osé nous lâcher un épisode qui a pour centre l'économie de guerre. Je suis assez d'accord, je faisais un peu le même parallèle en me disant quand même que pour le coup, jouer sur ce plan-là, quand on sait que, comme tu le dis, au niveau de l'échelle internationale, on a tendance à condamner les conflits mais à les alimenter, ça montre aussi cette volonté de cette saison-là d'être vraiment dans la critique sociétale sur un peu, peut-être pas dans le deuxième épisode, enfin partiellement, parce que là il faut quand même un peu plus tirer sur la corde pour aller chercher une vraie critique sociétale, mais le premier épisode, enfin le premier mais deuxième comme tu l'as dit tout à l'heure, et celui-ci en fait je trouve qu'ils ont quand même des thématiques osées au regard de la situation internationale, que ce soit pour la guerre ou même que ce soit avec les reculs sur la loi de l'avortement. Je trouve ça intéressant, mais je pense que d'un côté, c'est le fait que ça s'ouvre aux États-Unis via Disney+, qui fait que RTD se permet alors RTD, là, c'est Moffat qui l'a écrit, mais ça reste supervisé par RTD. Je pense que le fait qu'RTD soit lui-même engagé tout ça, et qu'il veuille s'ouvrir aux Américains, j'ai l'impression que ces épisodes leur sont adressés à eux. C'est vrai, et là où je trouve ça limite plus étonnant, c'est le fait que Disney, qui doit quand même avoir un tant soit peu de regard là-dessus, avant de le publier quand même, même si on sait qu'il a tendance à quand même promouvoir des valeurs peut-être plus saines, petit à petit, a quand même déjà eu recours à la censure de manière générale pour satisfaire, entre guillemets, tous les audimates, mais... possible et imaginable, ça me surprend un peu qu'il y ait vraiment eu en fait aucun veto de la part de Disney. Pas une mauvaise chose en soi, mais c'est quand même un peu surprenant. Alors effectivement c'est une bonne chose, mais oui c'est très surprenant. Moi je trouve ça très surprenant. Mais je vais pas m'en plaindre, j'apprécie. Ouais pareil, je trouve ça surprenant parce que on connaît Disney avec sa volonté de lisser les choses.
Là, est-ce qu'après ils ont eu tant leur mot à dire que ça, ou est-ce que ça avait été débattu en amont que liberté artistique devait être au maximum? Ça, je ne sais pas. Mais c'est à noter, hein. C'est à noter. Alors, de ce que j'ai compris, moi, à la base, initialement, Disney allonge la monnaie uniquement pour avoir les droits de diffusion. Et c'est Russell T. Davies, avec sa société dont il est... sa propre société de production, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Bad Wolf Productions, tout simplement, qui alignerait le reste de l'argent avec le capital que BBC peut apporter. Mais Disney, dessus, ne paye que pour avoir des droits de diffusion. Donc pas tant que ça, finalement. Suffisamment pour permettre un step-up de la série assez notable. En termes de moyens, notamment sur les FX. Mais ce qui me surprend, c'est que... Alors, normalement, Disney n'a pas son mot à dire, mais ça fait quand même 3 épisodes. L'église de Ruby Rhodes, l'accord du diable et Boom, où ça chante même plutôt pas mal. C'est vrai. Et ça fait très... Alors sans aller jusque taper dans la comédie musicale, il y a une différence entre une comédie musicale et des épisodes avec des chansons. Ça fait très Disney-esque entre guillemets. Je suis assez d'accord. Alors, peut-être si on avait dû parler de comédie musicale, peut-être le deuxième, et encore. Parce qu'il n'y a pas tant de musique. Enfin, il y a de la chanson, mais pas tant que ça. Par contre, c'est vrai que la musique est quand même tout au cœur de la saison depuis le début, puisqu'il n'y a pas eu un seul épisode sans chant, alors que de base, il n'y en a pas tant que ça en fait quand tu regardes les anciennes saisons de Doctor Who. Il y a une chanson dans Les Bébés de l'espace, je t'avoue que là je m'en souviens plus. Il n'y a pas une berceuse, un truc comme ça? C'est peut-être moi qui me souviens mal, mais j'ai souvenir d'une histoire de berceuse ou un truc comme ça. Je sais plus. Ce qui remet en fait la musique un peu au cœur de tout, parce que on en a, enfin, et puis même si, je ne sais plus pour les bébés dans l'espace, j'ai quand même un doute. Les bébés de l'espace, je vais jamais y arriver. Par contre, ça fait quand même 2 épisodes où on a quand même une grande mise en avant de la musique, quand même. C'est vraiment particulier. Je ne sais pas, j'ai vraiment du mal à comprendre l'orientation que veut prendre cette saison. Si on n'avait pas autant écarté, laissé entendre que le maestro était écarté de la saison, même si c'est encore soumis à évolution, parce qu'il y avait quand même un passage avec The Harbinger, je crois, c'était le nom. Ouais, le messager en anglais. Voilà. Donc, Harbinger. Donc en soit possibilité que le maestro revienne, mais en fait, ça aurait... Si on avait eu certitude que le maestro était là tout du long, j'aurais compris vers où ça s'attendait. Par contre là, un peu comme toi, un peu perdu par rapport à ça. Est-ce que c'est une volonté de Disney? Je pense pas, parce que comme tu l'as dit, niveau artistique, ils ont pas forcément leur mot à dire. Et non, vraiment, c'est un renouveau de Doctor Who que je ne comprends pas. Alors, je sais pas que je n'aime pas, hein, bien au contraire, j'apprécie, mais je ne comprends pas où ça veut m'amener. La seule chose que j'ai pas aimé dans leur musique, et tu le sais tout aussi bien que moi, c'est la conclusion de l'épisode 2. Mais ça... Non mais alors revenons vite fait sur la conclusion de l'épisode 2. L'épisode se termine, c'est une fin d'épisode tout à fait normale, quoique très courte et injustifiée, un peu bizarre. Mais le docteur sort cette phrase magique, il y a toujours un twist à la fin. There is always a twist in the end. Jusque là, tout va bien. Et se met... Alors moi j'ai compris un twist scénaristique, mais de là se lance un twist musical. Mais qui du coup le twist musical est un twist scénaristique aussi. Dans lequel apparaît l'actrice Susan Twist. C'est une fin que je comprends. Je crois que je sais pourquoi ils ont fait ça. Pour le jeu de mots en fait tout simplement. Et pour marquer le mot twist, pour faire une emphase sur le mot twist qui je pense reviendra très souvent dans cette saison. Mais je ne comprends pas l'exécution en fait. J'ai l'idée, je comprends l'idée mais pas l'exécution. C'était maladroit. C'était maladroit et pour ceux qui le saisissent pas d'entrée, c'est quand même... alors je me trompe peut-être, mais je crois que c'est au moins 4 ou 5 minutes musicales qui sortent un peu de nulle part quand t'as pas forcément compris.
et qui, dans un épisode où on parle de musique, bon, tu comprends que voilà, c'est logique avec l'épisode en soi, mais comme ça n'aboutit à rien, parce que c'est vraiment, on pourrait être dans un ending d'animé, ce serait pareil. Ça n'a aucun vrai lien avec l'intrigue en tant que telle à ce moment-là. Donc oui, c'était un peu maladroit. Et dans Doctor Who, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de la musique qui sortait de nulle part en fait. Là, c'est une musique qui vient de nulle part. Genre, il n'y a personne qui la joue. Tout le monde danse, mais personne la joue. Il n'y a rien qui est cohérent. Il n'y a pas de cohérence physique dans ce qui se passe dans ce twist. Après, je pense que comme tu l'as dit, ça aura un sens avec le futur, mais c'est vrai que même là, tu vois, dans cet épisode-là, je m'attendais à ce qu'il y ait pas forcément un lien direct avec ça, mais effectivement en filigrane quand même quelque chose qui se développe. On n'en a pas vraiment parlé, quoique un peu, mais cet épisode-là, par rapport on va dire au premier et au deuxième, est déjà un peu plus à part en fait que les deux autres qui eux construisaient petit à petit ce qu'on peut plus ou moins prévoir comme étant le fil rouge de la saison. Là, c'est vrai que cet épisode, peut-être justement comme tu l'as dit, avec le retour de certains personnages, mais c'est vrai que sans avoir en gros une finalité quelconque à l'heure actuelle, cet épisode sort un petit peu du lot par cette position un peu plus d'épisode filler sans en être un. Effectivement. Par contre, détail important de cet épisode boom. Je la mentionnais juste avant, mais Susan Twist est présente et cette fois-ci, ce n'est plus un caméo. Elle a un vrai rôle. Avec bien 10 minutes minimum d'antenne. Ouais. Et son personnage est nommé, c'est l'ambulance. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'ambulance est un nom de personnage? Je ne sais pas. C'est une fonction, mais voilà, ouais. Mais c'est son premier vrai rôle, premier rôle qui n'est pas juste un caméo. Est-ce qu'elle serait pas le fil rouge de la saison? Le vrai fil rouge de la saison. Outre la famille qui est le thème de la saison. Moi, j'hypothétise, et encore une fois, ce n'est que de l'hypothèse, mais justement avec cette façon de montrer, entre guillemets, d'un côté le docteur avec tout ce côté émotion, famille aimante, tout ce que tu veux, en fait, si on veut schématiser un peu bien le côté bien, on va dire, et de l'autre côté, le concept de famille au sein du panthéon de la Discord qui a l'air d'être bien moins sain. Je pense potentiellement qu'elle fait partie de cette volonté en vrai de faire s'opposer deux schémas familiaux, et ça serait d'ailleurs une critique que je trouverais incroyablement bien amenée en 2024, parce que surtout quand on considère quand même que Disney, même dans ses dernières œuvres, alors encore une fois, même si Disney n'a pas vraiment la main sur le côté artistique, a quand même tendance à encore prôner certaines valeurs familiales qui sont pas toujours très saines, mais ça c'est encore un autre débat. Ça serait justement une bonne manière en fait d'arriver à une finalité et aussi d'avoir une, je vais pas dire une rédemption, mais de combler certaines failles et lacunes qu'on a sur le Docteur qui traînent depuis des années. Alors, j'imagine que tu dis ça si on part du postulat que l'actrice Susan Twist jouerait une certaine Suzanne. Par exemple, là. Vraiment, je pense sincèrement que Susan Twist joue Suzanne. Je pense que la blague, elle s'appelle Suzanne et son nom c'est Twist. Ça a fait marrer Russell T Davies et qu'il l'a pris pour ça. Il y a de grandes chances. Mais après, je reste persuadé que Susan Twist joue la mère de Ruby aussi. Après, qui dit qu'il n'y a pas un lien entre ces trois personnages et qu'ils représentent pas une famille entre guillemets au sens, alors ça va faire bizarre, mais grand-père, mère, fille. C'est ce que j'allais dire. Voilà, avec un schéma justement qui viendrait s'opposer à celui du. Alors pour l'instant, on en a que 3 aussi, mais qui est un peu le même avec le grand-père, le Toymaker, le
c'est difficile parce que c'est IL, donc voilà, mais le maestro du coup et le fils parce que même si c'est qu'une entité, le Harbinger. Ouais, Harbinger, c'est genre au masculin a priori. Voilà, pour moi c'est plus genre au masculin, d'autant qu'il est le personnage est nommé comme petit garçon dans le court passage qu'on a au début de l'épisode 2. Donc ouais, c'est vrai, on a le schéma grand-père, parent et petit-fils. Ça rejoindrait vraiment, tiens, un truc, je pense que la saison se dessine comme ça. D'ailleurs, tu fais bien d'ailleurs de préciser parent, parce que c'est pareil, j'ai dit père concernant le docteur, mais techniquement il a aussi été une femme, donc en soi parent, mais oui. Alors au moins le docteur c'est pratique, c'est qu'il se genre dans l'apparence qu'il a. Actuellement oui. C'est un peu pratique. L'acteur lui ne le fait pas forcément. Je trouve ça amusant. Mais... Après ça va entre guillemets aussi avec certaines causes et rôles qu'il a pu jouer qui mettaient quand même en valeur en avant en fait les valeurs plus tolérantes on va dire que et d'autodétermination de soi que celle qu'on a l'habitude de voir dans la société de manière générale. Là, je pense aussi que c'est un choix aussi de genrer le docteur au masculin lorsqu'il est joué par un acteur masculin, homme. Voilà. Parce que je pense que c'est plus simple aussi pour l'audience, on va se dire aussi. Et alors, ça peut sembler con, mais je pense que c'est aussi pour l'écriture, que c'est plus facile d'écrire I ou she que d'écrire they. Je pense aussi. Parce qu'écrire un personnage seul au pluriel, puisque alors en anglais ils ont pas le yel, ils ont they pour le non-binaire ou pour le neutre. C'est beaucoup plus compliqué d'écrire un personnage neutre au pluriel que de l'écrire genré. Ça, pour le coup, je pense que c'est juste un... Pour la compréhension aussi lors de la lecture des scripts, je pense. Aussi. Il y a plein d'éléments qui peuvent faire que voilà. Quand tu sais que techniquement, admettons dans une scène, t'es censé avoir du coup Ruby et le docteur, le they en fait est logique. Par contre, du coup, tu ne sais plus du coup quand le docteur est là, quand le docteur est avec Ruby, quand Ruby n'est pas là. Ça aurait peut-être aussi, créé de la confusion en fait à ces moments-là. Effectivement, ça doit franchement avoir un impact sur l'écriture. Et ben écoute, je suis pas sûr. Et pour ma part, je crois que j'ai fait le tour de l'épisode. Ah si, le rapport à la religion du docteur. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'était un gros morceau ça aussi, dis donc. Il a été piquant le docteur envers les anglicans. C'est vrai, et même je trouve de manière générale, en fait, il y a un moment vraiment bien particulier où il met en avant le dilemme des gens qui croient, mais qui en même temps croient quand ça les arrange, entre guillemets. Alors attention, aucune critique quelconque, mais enfin du moins de l'autre côté, mais à ce moment-là, c'est un peu mis en avant parce que, alors je ne sais plus le nom du personnage, mais en gros, il demande à un personnage, il lui démontre quasiment que, en soi, il n'y a pas vraiment d'ennemis sur ce champ de bataille. Et ce personnage qui est croyant, justement, lui demande de le prouver. Et la réponse du docteur, c'est plus ou moins un croyant qui a besoin de preuves. Effectivement, le concept d'une croyance, le concept de la foi, c'est de croire sans preuve. Derrière, demander une preuve pour quelque chose, c'est un double discours. Et les doubles discours, ça fait souvent peu de sens. C'est ça. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que alors, on va revenir à l'ère David Tennant, mais on va arriver à The Satan's Pit. Je sais pas si tu te rappelles de ce double épisode. Alors, ouais, alors vaguement, mais si tu m'en parles, oui. Enfin, je me souviens de la fin, mais moins de l'entièreté de l'épisode. Faudrait que je les regarde les saisons de Tennant en plus. Le docteur joué par Tennant se retrouve confronté à Satan lui-même, ou par quelque chose qui pourrait être Satan lui-même, et le docteur manifeste le fait d'être athée.
C'est un parti pris étonnant dans un Doctor Who, notamment en Angleterre, qui sont quand même très très religieux en Angleterre. Je crois que la proportion anglican, orthodoxe et athée penche plus en faveur du christianisme. Des croyants que des non-croyants, enfin des athées. Donc j'avais trouvé ce parti pris assez osé à l'époque. Et là on a un docteur qui manifeste le fait de croire lui-même. Alors de ne pas croire aveuglément, mais de croire lui-même. Du coup je me suis dit tiens c'est marrant, le changement de prisme du personnage. Après, est-ce que c'est pas lié déjà à son évolution en tant que tel, mais surtout, il faut dire que d'une certaine façon, il a aussi été confronté maintenant plus ouvertement à des entités qui peuvent être assimilées au divin, notamment le panthéon de la Discorde. Donc, est-ce que c'est pas aussi cet élément-là qui fait que... Parce que quand on voit la croyance en fait du docteur, forcément on peut le relier un petit peu plus aux religions qu'on connaît, mais en tant que être qui a vécu à travers les époques et les galaxies, c'est peut-être plutôt justement une croyance en des phénomènes ou des entités plutôt qu'à proprement parler une religion en tant que telle. Mais c'est vrai que ouais, je vois ce que tu veux dire avec ce changement un petit peu opéré entre les deux. C'est une évolution que je trouve un peu intéressante à noter. À voir d'ailleurs si elle est approfondie du coup avec ce qui va suivre. Exactement. Après, introduire des divinités dans un univers où tu revendiquerais l'existence d'une divinité unique, bah, si tu considères que le dieu chrétien existe, le panthéon de la Discorde ne peut pas être des divinités par défaut. Du coup, c'est un peu périlleux comme exercice d'écriture, je trouve. Bah après, on se rapproche quand même de ce qui était le polythéisme en tant que tel. D'ailleurs, justement, ça va avec le côté de T. Davis qui va chercher beaucoup d'inspiration dans les vieux textes antiques. En soi, quand tu prends quand même dans le polythéisme, à l'époque, on pouvait très bien croire en un seul dieu de ce panthéon-là, comme on pouvait croire à l'entièreté du panthéon. Donc en soi, on peut aussi, et attention, c'est pas forcément ce qui est dit ou ce qui est pensé, mais après, est-ce qu'ils vont pas essayer d'aplanir le panthéon de manière à dire que ce qui serait très périlleux, hein, mais de mettre en fait les religions polythéistes et monothéistes au même niveau, comme s'ils faisaient partie d'un même ensemble. Et ça serait un peu périlleux en termes de maths, surtout en Amérique. Ça va faire jaser s'ils font ça. Ouais, je pense. Après, ça a l'air de tendre un peu par là, mais ouais, à voir quand même ce qui est développé avec ça. Et j'ai l'impression que cette saison essaye de danser sur des œufs. Vraiment. Sur des mines. Sur des mines, exactement, oui. Ah oui, les mines qui explosent quand un soldat lambda marche dessus, mais n'explosent pas quand le docteur pose le pied dessus. Ouais, mais c'est l'expérience. C'est parce qu'il a compris tout de suite que c'était une mine. Enfin... Quel génie. Mais effectivement, j'avoue, après c'est pareil, il y a eu des choses à géométrie variable là-dedans, c'est justement ça qui casse un peu l'attention pour revenir là-dessus. Les minutes de Namek, les moments où, alors que c'est le drame, tout le monde discute tranquillement comme si de rien n'était, le docteur qui est censé être en équipe tout du long mais qu'on voit bouger tous les 5 minutes, il y a eu plein de choses qui effectivement sur le point de détail et faisaient pas beaucoup de sens. Mais on a l'habitude, soit avec Moffat, c'est juste que... Là, c'était un peu plus visible, on va dire. La déclaration d'amour au moment où un personnage essaie de désamorcer l'ambulance, c'était trop. Là, pour le coup, même pour moi, pendant l'épisode, je me suis dit non. C'était un peu facile, je trouve. Il y avait d'autres façons de le faire. Moi, ce que je critique, c'est que ça fait très... comment on appelle ça, tire l'œil, tu vois. Parce que forcément, quand le personnage il lui arrive quelque chose, en fait, si t'es dans l'émotion directe, oui, t'es pris. Par contre, en soi, quand tu réfléchis bien, c'est un sorte. Pas de volonté de réduire le personnage, mais c'était un Benji, quoi. Alors, il était à peine nommé. Il a eu 3 lignes de dialogue. Oui. Il se résume qu'à j'aime un tel perso. Voilà. Quasiment. Et il veut voir un tatouage.
Oui, mais parce que il aime ce personnage qui est censé l'avoir fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la blague sur le quiproquo, comme quoi maintenant la personne qui a le tatouage pense que il est intéressé par lui. Mais oui, moi je pense surtout que c'est pour ça en fait qu'il voulait voir ce tatouage. Alors, je veux rien dire, mais si j'ai envie de voir un tatouage placé sur une partie intime d'une personne qui me plaît, si je sais qu'une personne qui ne me plaît pas du tout a ce même tatouage, je vais éviter de lui dire frère, s'il te plaît, montre ta saucisse pour que je puisse voir le tatouage, s'il te plaît. Je suis d'accord. Après, si je l'ai bien compris, c'est parce qu'elle sous-entend qu'elle a fait un tatouage, lui comprend que c'est sur elle, mais en fait, c'est elle qui l'a fait au garçon en question, là, celui qui à la fin, justement, croit. Si j'ai bien compris, c'est ça. Mais je suis pas sûr non plus, parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu un peu la tension qui flottait, mais je l'ai compris comme ça. Ah, bon ça, moi j'avais cru comprendre qu'il y avait deux personnages, celui qu'on ne voit pas et qui du coup croit que, et le personnage joué par... je viens déjà d'oublier son nom. C'est la prochaine compagnie et j'ai oublié son nom. Ah, tu me l'as donné... Enfin, tu l'as dit tout à l'heure et j'ai oublié. J'ai failli, pendant l'espace de 2 secondes, j'ai failli donner le nom d'une catcheuse au lieu de donner le nom de l'actrice. Varada Setu. Voilà. Ça va être compliqué. Il est simple hein, comme nom, Varada Setu, mais alors... Tout à fait. Varada, pas Verada, Varada Setu. Donc ouais, j'ai cru comprendre qu'elle avait le même personnage que ce bonhomme, et je me suis dit, ah, mais c'est peut-être leur truc de leur branche religieuse spécifique de se faire un tatouage sur une partie spécifique. Mais non, c'est probablement elle qui a tatoué, tu as raison. Bah moi je l'ai compris comme ça, enfin au début je l'avais compris comme toi, et c'est justement en avançant dans l'épisode que je trouvais ça bizarre en fait. Et aussi quand elle lui a dit ouais je te montrerai mon tatouage et qu'il a fait bah tu me le montres, qu'elle a dit bah t'as qu'à aller voir sur un tel, j'ai cru comprendre qu'en gros comme elle lui avait dit 2 secondes avant ouais mais tu sais c'est pas un endroit visible, bah c'était sous-entendu c'est pas sur moi quoi. Mais c'était un peu confus, donc je comprends que tu l'aies pas interprété comme tel. Ouais. Ah bah voilà, je rajoute ça au défaut de l'épisode Boom. Un peu d'ambiguïté dans l'écriture, mais pas de l'ambiguïté volontaire vraiment. Bah alors, si visiblement volontaire au début, mais mal expliqué, je dirais. Et bah cette fois-ci, je crois avoir fait le tour de l'épisode. Je pense que la seule chose qui resterait, c'est le court aperçu qu'on a eu de l'épisode suivant. Parce que personnellement, moi, il m'a beaucoup intrigué. Ça m'a méga hypé. J'avoue que là, le prochain épisode, je l'attends de pied ferme. Moi aussi, là au Boom, je l'attendais peut-être pas autant. Après, le risque à beaucoup attendre un épisode, c'est d'être potentiellement davantage déçu. Après, il nous reste quelques jours quand même, ça devrait aller, mais ça va. Mais c'est vrai que après, on en a pas parlé cette fois-ci, mais c'est vrai aussi que chaque épisode a un peu son ambiance et son genre. Et c'est peut-être ce qui fait un peu une saison justement où bah, tout le monde peut trouver ce qui lui plaît, qui pourra aussi être jugé comme quelque chose d'un peu inconstant, et où certains risquent malheureusement de n'aimer qu'un épisode et pas la saison en tant que telle. Mais c'est vrai que celui-là faisait un peu plus fantastique, tu sais, un peu comme les Sir Alan Poe, ce genre de choses, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, d'un côté, je trouve ça bien d'avoir des épisodes qui se distinguent les uns des autres. D'un autre côté, et je l'avais dit sur l'épisode, dans la critique qui n'est pas restée, je pensais que Doctor Who se dirigerait vers un format plus similaire à celui de la saison Flux, la saison 13. Ouais. Ce n'est pas le cas. Et je pense qu'à l'heure de la VOD, où toutes les séries tendent à être de plus en plus feuilletonnantes, voire même à n'être quasiment que des séries feuilletonnantes, je pense que Doctor Who aurait dû assumer pleinement cette voie-là. Ça aurait été un retour en arrière par rapport au classique, mais je te l'avais dit, mais moi aussi je trouve que ça aurait été peut-être mieux justement que on parte justement là-dessus en fait, plutôt que de partir sur quelque chose, sur certains épisodes qui malheureusement du coup manquent un peu de substance, on va dire. Bah en fait c'est qu'avec un format 45 minutes, si tu veux écrire un épisode qui a une histoire complète, un début, un milieu, une fin,
c'est trop court. C'est peut-être ça aussi qui handicape. On en avait parlé pour l'épisode 2, mais aussi du coup pour l'épisode 3, c'est peut-être aussi ça qui handicape peut-être un petit peu l'écriture, d'autant qu'on est passé à un format de quasiment 1 heure à 55 minutes, 1 heure à des épisodes de 45. C'est vrai que c'est le changement de durée d'épisode de Doctor Who fait pour moi un peu de mal à la série. Mais ça à voir. Peut-être que c'est juste un rythme que doit reprendre Salty Davis qui n'est plus habitué à ce rythme-là. Et encore que sur ses séries à lui, celles qui sont indépendantes de Doctor Who, il me semble qu'il adopte déjà le rythme... Ah non, ces séries elles sont feuilletonnantes, en plus je suis con. Pardon, mais Russell T Davies est habitué aux séries feuilletonnantes, donc ce que je dis, ça tient même pas. Ouais. Après, je pense que c'est aussi parce que, comment dire, là, il y a quand même volonté parce que c'est un soft reboot de quand même remettre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans la fameuse critique disparue, qu'il y avait quand même des choses qui étaient un peu rushées, histoire de quand même que les gens puissent, pour ceux qui viennent d'arriver dans la série, même si ça doit pas être le gros de l'audimat, mais de manière à pouvoir poser un peu les bases. Et donc forcément, en fait, tu dois essayer de faire passer une mythologie qui est quand même longue et développée dans une saison qui est déjà en 3 ou 4 épisodes, parce que si on considère l'église de Ruby, justement une saison qui est quand même pas mal chargée en fait aussi, hein, quand tu regardes bien. C'est vrai que c'est une saison c'est une saison qui est mal placée. Alors, elle pouvait pas être placée autrement, hein, mais c'est pas la saison qui est dans la situation la plus confortable qui soit. Elle a beaucoup de boulot à faire. Ouais, si tu fais un parallèle avec le reboot des années, de 2005, quand même, quand tu regardes la première saison, elle a quand même quasiment aucun fil rouge à part justement Big Bad Wolf en fait, et le fait de devoir établir les personnages. Pour ce qui est des méchants classiques et autres, ils ont été un peu mis justement pour pouvoir faire ce rappel et pouvoir instaurer un peu de lore, mais au-delà de ça, il n'y avait pas grand chose à mettre en fait à rajouter. Il y avait beaucoup de choses des classiques qui ont été un peu gardées sous silence à cause du gros événement qu'il y a eu entre deux. Là, comme il n'y a pas de gros événements entre deux, en soi, ça aurait pu être une saison 14, je crois. Ouais, ça aurait été la saison 14. Que ça aurait été un peu la même chose. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être justement cette volonté soft reboot et ce changement de format qui font que c'est compliqué. Après, est-ce que ça en fera une mauvaise saison? Je pense pas. Je pense juste que oui, il y aura certains épisodes malheureusement qui vont vite être identifiés comme canard boiteux, on va dire ça comme ça. Boom, c'est à toi qu'on parle. Par exemple. Alors, je pense que dans l'ensemble, ça pourrait être une bonne saison. Les épisodes, que ce soit Boom, l'accord du diable, qui sont malgré tout moins bons que les bébés de l'espace, sont quand même des épisodes qui sont pas mauvais. Boom est un excellent divertissement si tu réfléchis pas dessus. L'accord du diable a des éléments qui sont vraiment brillants. Alors les bébés d'espace est très constant sur sa qualité. Et l'église de Ruby Road a quand même quelques qualités indéniables aussi. Dans l'ensemble, la saison sera bonne. Ça voudra pas une saison 4. Ouais. Après, j'avais oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais c'est vrai que si il y a bien cette berceuse dans Les bébés de l'espace, il y a eu aussi la chanson dans l'église de Ruby Road. Ah ouais, ça fera bien 4 épisodes. Ouais, le chant des gobelins ou je ne sais plus quoi. C'est ça, c'est exactement ça, le chant des gobelins. Qui était excellent parce que, alors même s'il arrivait de nulle part, ça faisait un changement. Là ça commence à faire trop. Après là dans l'épisode dans Boom, l'arrivée de la musique en tant que telle, ouais, pas vraiment de la musique, là c'est plus un chant. Elle se faisait pas non plus de manière complètement... Alors c'était justifié dans le scénario et c'était pas... Il n'y avait pas un orchestre derrière qui jouait, c'était juste le docteur qui chantait pour une certaine raison. Et puis ça met pas en pause d'action. Souvent, ce qu'on pouvait dire un peu dans l'église de Ruby Road, ça casse pas l'action non plus, mais ça la ralentit là où on est quand même dans un moment d'urgence. Parce que bon, le chant des gobelins, c'est quand même
pitié, il faut sauver le bébé avant qu'il se fasse manger. Là, en soi, de toute façon, comme on est dans un moment de tension et d'attente, parce que littéralement, il ne peut pas bouger, parce que il y a un pied qui est pas positionné au bon endroit. Littéralement, c'était pas aussi déconnant que, par exemple, on en a parlé, mais l'épisode 2, ouais, là, comme la chanson de fin. Ça sort de nulle part. Autant les passages musicaux dans la confrontation, eux, par contre, sont très bien réalisés, sont très bien mis en scène. Il y a rien à redire, et puis ça sort pas de nulle part parce que c'est une confrontation musicale depuis le début, en fait. Effectivement. Non, mais l'épisode 2, pour ce qui est de la musique, à part la chanson de fin, le twist de fin gère globalement très bien la chanson. Ce qui est dommage, c'est la résolution avec l'accord joué par les Beatles, qui ne vient de nulle part. Tout à fait. Oui, donc je le rappelle ici au cas où, parce que du coup vous n'avez pas la précédente critique, mais l'accord qui est donné par John Lennon au docteur, non, par McCartney, il me semble que c'est McCartney. L'accord donné par McCartney au docteur n'est pas celui joué à la fin qui permet de battre le maestro. C'est ce qu'on avait d'ailleurs noté comme étant quelque chose que quand tu sais pas, les choses tiennent déjà un peu plus ensemble, mais par contre quand tu t'en rends compte, ça rend les choses encore plus problématiques sur cette résolution un peu sortie nulle part. Voilà. Et on s'est privé de l'occasion d'avoir un vrai épisode avec les Beatles. Ou une vraie implication des Beatles dans l'épisode. Ça aurait pu être une autre solution. En fait, c'est ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Moi aussi, comme certains épisodes, alors je repense à des épisodes plus anciens, même si pas centrés sur des célébrités, mais par exemple l'épisode de Tennant dans un bus, je ne sais plus le nom, où vraiment chaque personnage qui fait partie de cet ensemble du bus a vraiment genre un rôle à jouer dans la prise de tension, enfin dans la mise en place de la tension, dans la résolution entre guillemets de l'épisode, non, mais ils ont une place vraiment intégrante dans l'épisode, là où c'est vrai que si on retire les Beatles en soi, on s'en rendrait à peine compte. Puis des épisodes avec des personnalités historiques qui marchent et qui sont solides. Il y a l'épisode avec Alan Poe. Pas Alan Poe, Charles Dickens, pardon. Il y a Van Gogh. Il y a Van Gogh. Il y a l'épisode avec... Oh, zut. J'avais son nom il y a 2 secondes. Une femme noire qui a refusé de laisser sa place dans un bus, justement. Malcolm... Ça, c'est l'affaire... C'est pas l'affaire... l'affaire Malcolm X. Enfin, s'il y avait Martin Luther King, et c'est... Comment elle s'appelle, cette dame? Moi non plus, je l'ai plus. Ah, honte à nous. Mais bref, saison Shubnail. Voilà. Je sais plus le nom de cette dame, je m'en excuse. Alors qu'elle est très importante pour les droits des personnes noires. Hein. Tout à fait. Je suis désolé, je suis obligé de la trouver. Vas-y, résumé pour si vraiment on trouve plus, ça sera. Rosa Parks. Rosa Parks, voilà, merci. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire de Rosa Parks, je vous conseille vivement à vous renseigner sur cette femme qui est une personne incroyable. Épisode d'ailleurs qui fait quand même pas un bon hommage, je trouve. Effectivement. Par contre, si on revient sur l'ère Chibnall et de personnages historiques mal exploités, il y a Ada Lovelace qui s'est complètement vue invisibilisée. Alors le pire, c'est que j'ai vu les Chibnall il n'y a pas si longtemps que ça, et que maintenant que tu me le dis, ça ne me dit strictement rien. C'est normal, si on ne connaît pas Ada Lovelace à la base, elle apparaît 2 secondes, littéralement. Ouais, donc ça va, je suis pas... ça va, ça me va. Et je crois qu'on s'est privé aussi de l'occasion d'avoir un épisode sur Ada Lovelace. Ada Lovelace qui est alors si on peut dire, l'inventeuse du premier programme informatique avant même l'existence de l'informatique. D'ailleurs, dans la saison de Chibnall, il y avait quand même beaucoup de mise en place sur des personnages historiques ou des événements historiques
majeurs qui avaient été faits, notamment la chasse aux sorcières, la guerre suite à la frontière entre, je crois, le Pakistan et l'Inde. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dessus. D'ailleurs, l'épisode sur... je sais quoi ça s'appelle, le pacte des diables, un truc comme ça, mais j'ai aucune certitude justement sur cette guerre avait été aussi pas forcément hyper bien traité. Et oui, sur Tsushima, on en a eu énormément. Là, ça aurait été quand même l'occasion de faire sur un... Parce qu'en termes de pop culture, là, les Beatles, c'était quand même quelque chose d'important. C'est vrai qu'ils sont très invisibilisés. Surtout dans une série britannique. Aujourd'hui encore, les Beatles sont élevés au rang de monument en Angleterre. Ouais. C'est un peu dommage d'être passé à côté d'une aussi bonne opportunité. En fait, voilà, c'est ça cette saison, c'est beaucoup d'occasions manquées. Après, en soi, après, faut aussi se rappeler que ça fait quand même quelques années qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. Comme tu l'as dit, c'est peut-être un rythme à prendre. Parce que autour de la table des scénaristes, c'est sûr que c'est Russell T. Davies qui chapeaute le tout, mais je pense quand même que bon, il y a volonté d'incorporer en fait tout ce qu'on a pu connaître sous Moffat ou sous Davies en termes d'influence et d'idées. Et je pense aussi que c'est peut-être ça aussi, c'est de devoir composer avec un héritage qui est quand même long et lourd, on va dire. Lourd dans le sens où après tant d'années, il y a quand même énormément de choses à caler pour ne pas être déconnant. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le cumul de beaucoup de choses. Après, comme tu l'as dit, ça fait pas de boum un mauvais épisode, ça en fait juste une occasion manquée, ouais. Pour moi, c'est le mot d'ordre de cette saison, pour l'instant, occasion manquée. Bonne saison, mais beaucoup d'occasions manquées. À voir où ça nous mènera en soi. Eh bien, en tout cas, j'espère que pour l'épisode 4, nous serons beaucoup plus positifs. Ouais. Le trailer de l'épisode présage du bon. Ce sera un épisode visiblement centré sur Ruby. Oui, et plus, comment dire, terre à terre, dans tous les sens possibles et imaginables. Je pense qu'on aura une nouvelle divinité du Panthéon de la Discorde dans cet épisode, mais je suis pas sûr. Je pense aussi, je me suis fait la même analyse. D'ailleurs, du coup, on reviendra sur Terre et avec un peu moins... J'ai l'impression qu'il y a quand même des éléments de fantastique, mais plus justement dans la vieille définition du fantastique et pas du merveilleux. Le fantastique au sens horrifique du terme, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que tu as tout à fait raison. Et je crois que je t'ai perdu. Ah non, je suis toujours là. D'accord, c'était amusant. J'ai eu une coupure de son de mon côté. Non, t'inquiète, je ne t'ai pas abandonné. Je suis seul. Et non. Tel le docteur sur une mine. Non, quand même pas. On va arrêter les hyperboles. Eh bien, écoute, je te propose qu'on conclue ici. Eh bien, ça me va. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour la critique de... Alors, j'ai pas encore le nom en français, donc ce sera 7... Ah, bon, j'en perds mon anglais. 73 yards. Ouais, c'est ça. Alors, 1 yard, je vous laisse compter ça en mètres. J'ai la flemme. Parce qu'il me semble que le yard est une unité de mesure. Ouais, pour moi, c'est une unité de mesure, mais c'est pas un peu comme les hectares chez nous, je crois. Alors, grand doute, hein, je suis pas experte en unité de mesure anglaise. Je vais dire américaine, outrage. Alors, ça fait 66,75 mètres. Est-ce que ça aura un impact dans l'épisode? Ça, c'est une bonne question. 66 mètres, 666. Ah, peut-être. Et je vais peut-être trop loin parce que sinon l'épisode s'appellerait 66 yards. Il y a des chances aussi que t'ailles trop loin, mais voilà, je comprends pas pourquoi ce titre d'épisode, ça m'intrigue d'autant plus parce que autant l'accord du diable, je vois, c'est un accord. Et un accord... Mais bon sang, mais c'est... Ouais non, ça marche en français le jeu de mots. Regarde, Scotland Yard. En soi, il y a le terme yard aussi dedans. Ah, c'est vrai. Comme on a l'air de revenir justement en Grande-Bretagne, sur Terre, à notre époque,
Est-ce que c'est pas la volonté justement de... Bah, est-ce qu'il n'y aura pas un lien direct en fait avec quelque chose de la culture anglaise que nous on n'aurait pas? C'est tout à fait possible aussi. Ou c'est peut-être une... Il y a peut-être une commune qui s'appelle Yard, je ne sais pas. Mais je pense que ça a plus trait justement avec le fait qu'on soit du côté britannique de la chose. Tu vois. Enfin, je crois pas qu'ils soient en Angleterre en tant que tel, je ne sais plus, mais parce que ça a été évoqué vite fait dans le résumé. Sur la côte galloise. Voilà, Pays de Galles, c'est ça. Bah, comme d'ailleurs dans les premiers épisodes en 2005. Effectivement, on est vraiment sur une boucle qui revient sur elle-même. Il y aura peut-être une référence à ce retour aux sources, parce que c'est pas la première fois qu'on fait quand même des clins d'œil au passé, donc... Alors si tu regardes les bébés dans l'espace, plusieurs scènes sont reprises de l'épisode, pas Rose, mais l'épisode juste après. La Terre vue avec un genre de coucher de soleil. Oui, la fin du monde, enfin, je sais pas vraiment ça le titre, mais oui, où on voit la fin de la Terre. Voilà, il y a beaucoup de points communs visuels entre ces deux épisodes, c'est assez intéressant, c'est Russell T. Davies qui s'auto-référence. Donc, il y a de grandes chances qu'on revienne là-dessus. Ah, ça m'étonnerait pas que on remette un peu les pieds là-dedans. Eh bien, c'est sur ce que je vais te souhaiter une bonne soirée, puisque pour nous c'est le soir. Et oui, à toi aussi du coup. Vous reverrez cette vidéo probablement le lendemain, donc le jeudi à 17h30. Voilà, je situe, comme ça vous avez une temporalité. Prenez soin de vous. Mirkala, je te souhaite de prendre soin de toi aussi, tout simplement. Toi aussi, et à toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.